Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler des cardiomyopathies restrictives. Donc c'est la dernière partie de nos lections concernant la cardiomyopathie non ischémique. Bon, allez, donc la cardiomyopathie restrictive est caractérisée par des parois ventriculaires non compliantes qui gênent le remplissage diastolique. L'un, le plus souvent le ventricule gauche, ou les deux ventricules peuvent être atteints. Les symptômes comprennent une fatigue et une dyspnée d'effort. Les diagnostics reposent sur l'échocardiographie ou le cathétérisme cardiaque. Le traitement est souvent décevant et de préférence étiologique. La chirurgie est parfois utile. Donc je vous rappelle que moi, je suis Dr Armen, professeur Armen Astvatsatrian d'Erevan, de l'Arménie, Erevan c'est la capitale d'Arménie, et on continue de parler d'élections pour les étudiants et pour mes collègues, pourquoi uniquement les étudiants. Donc, une cardiomyopathie est un trouble primitif du muscle cardiaque. La cardiomyopathie restrictive est la forme de la moins fréquente des cardiomyopathies. On la classe en forme non oblitérante, infiltration du myocarde par une substance anormale, et donc, bien évidemment, forme oblitérante, fibrose de l'endocarde et de sous-endocarde. Tous deux peuvent être diffuses ou localisées quand la maladie atteint un seul ventricule ou plus rarement une partie du ventricule. Eh bien, étiologie de la cardiomyopathie restrictive. La cardiomyopathie restrictive n'est pas toujours un trouble cardiaque primitif, bien que la cause soit généralement inconnue. Elle peut être la conséquence de troubles systémiques, auto-immunes donc, ou génétiques. Les causes identifiées sont énumérées dans le tableau des causes de cardiomyopathie restrictive, mais pas envie aujourd'hui de parler de ce tableau-là. Certains troubles qui causent une cardiomyopathie restrictive affectent également d'autres tissus. Par exemple, l'amylose, hémochromatose. Certaines maladies myocardiques infiltratives peuvent également affecter d'autres tissus cardiaques. Rarement, l'amylose touche les artères coronaires. La sarcoïdose et la maladie de Fabry peuvent également affecter les tissus de conduction nodale. Le syndrome de Loeffler, une sous-catégorie de syndrome hyperéosinophilique avec atteinte cardiaque primitive qui surviennent dans les pays tropicaux, commence sous la forme d'une artérie aiguë avec éosinophilie, suivi de la formation de thrombus sur l'endocarde, le cordage et des valvules aurico-ventriculaires progressant vers la fibrose. La fibroélastose endocardique, qui se produit chez les nourrissons et les enfants, ne touche que le ventricule gauche. La fibrose endomyocardique est fréquente dans les régions tropicales et affecte les ventricules gauche et droit. Et puis, concernant la physiopathologie de la cardiomyopathie restrictive, l'épaissement endocardique ou infiltration myocardique parfois avec mort de myocytes, infiltration des muscles palpillaires, hypertrophie myocardique compensatoire et fibrose peuvent survenir dans l'un des ventricules, généralement le gauche ou dans les deux. De ce fait, les valvules mitrales ou tricuspidiennes sont atteintes, les nodes sino-auriculaires et auriculo-ventriculaires dysfonctionnent, ce qui entraîne parfois les blocs sino-auriculaires et des blocs aurico-ventriculaires. La principale conséquence hémodynamique est un dysfonctionnement diastolique avec un ventricule rigide,
non compléant, un remplissage diastolique altéré et une pression de remplissage élevée, aboutissant à une hypertension veineuse pulmonaire. La fonction systolique peut se dégrader si l'hypertrophie compensatrice des ventricules infiltrés ou fibrosés est inadéquate. Des thrombus muraux peuvent se former, induisant des emboles systémiques. Symptomatologie de la cardiomyopathie restrictive. Les symptômes de la cardiomyopathie restrictive sont une dyspnée d'effort, une orthopnée, une dyspnée paroxystique, nocturne et des œdèmes périphériques. La fatigue résulte du débit cardiaque fixé, du fait de la gêne au remplissage ventriculaire. Les troubles du rythme auriculaire et ventriculaire et le bloc aurico-ventriculaire sont fréquentes. Angor et syncope sont rares. La symptomologie ressemble beaucoup à celle de la péricardite constrictive. J'espère, si Dieu le veut, on va de parler, un psychiatre de péricardite. Donc la symptomatologie ressemble beaucoup à celle de la péricardite constrictive. L'examen clinique détecte une région précordiale anormale, un pulse carotidien peu ample et rapide, des crépitants pulmonaires et d'une turgescence jugulaire prononcée avec une descente irrapide, avec une descente irrapide, descente Y. Donc, le décrépitant pulmonaire, encore une fois, donc l'examen clinique détecte une région précordiale normale, un pulse carotidien peu ample et rapide, des crépitants pulmonaires, une turgescence jugulaire prononcée avec une descente Y rapide. Un troisième ou quatrième bruit, B3, B4, peut être entendu et doit être différencié de la vibrance de la péricardite constrictive. Dans certains cas, un souffle de suffisance mitrale ou tricuspidienne résulte des modifications de la géométrie des cordages ou du ventricule par l'infiltration myocardique ou endocardique ou la fibrose. On n'observe pas de pouls paradoxales. Diagnostic de la cardiomyopathie restrictive, bien évidemment, se base sur l'échocardiographie, IRM, parfois cathétérisme cardiaque, gauche et droit, avec biopsie cardiaque, examen de laboratoire et biopsie d'autres systèmes d'organes au besoin. Une cardiomyopathie restrictive doit être évoquée en cas de suffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, en particulier lorsqu'un trouble systémique connu entraînant une cardiomyopathie restrictive a déjà été diagnostiqué. Cependant, le trouble sous-jacent peut ne pas être évident lors de la présentation. L'ECG, le RX-thorax, donc la radiologie, le RX-thorax et les cardiographies sont nécessaires. L'ECG présente habituellement des anomalies non spécifiques montrant des perturbations du segment ST de la onde T et parfois un microvoltage. Des ondes Q pathologiques, non dues à un antécédent d'infarctus du myocarde évidemment, surviennent parfois. Une hypertrophie du ventricule gauche due à une hypertrophie compensatrice du myocarde ou des anomalies de la conduction, y compris un bloc intraventriculaire, est parfois observée. Sur le RX-thorax, la taille du cœur est souvent normale ou petite, mais elle peut être augmentée au stade tardif de l'amylose ou de hémochromatose. L'échocardiographie montre une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale. L'imagerie tissulaire Doppler permet fréquemment d'estimer les pressions de remplissage élevées du ventricule gauche et imagerie d'effort peut montrer des contractions longitudinales
affaibli malgré une fraction d'éjection normale. D'autres signes fréquents sont des oreillettes dilatées et une hypertrophie myocardique. Dans l'amylose, on peut observer un motif d'écho inhabituellement vif et en provenance du myocarde. L'imagerie cardiaque au technétium 99 M pyrophosphate est également utile pour différencier l'amyloïde cardiaque à chaîne légère et l'immunoglobuline de la transthyrétine ATTR. Des scintigraphies fortement positives sont spécifiques des ATTR amyloïdes. Des scintigraphies faiblement positives peuvent se produire avec l'amyloïde AL, un infarctus de myocarde récent et une maladie rénale chronique importante. Les résultats de la scintigraphie n'étant pas toujours spécifiques, l'amyloïde AL doit être écarté par immunofixation des chaînes légères sériques de l'urine, sérum. L'identification du type d'amyloïde a des implications pour le traitement, le conseil génétique et le pronostic global. Si le diagnostic est encore incertain, l'IRM peut montrer une texture myocardique anormale dans les troubles avec infiltration myocardique, par exemple par l'amyloïde ou le fer. L'IRM et la TDM cardiaque peuvent détecter un épaissement péricardique, ce qui permet de diagnostiquer la constriction péricardique qui peut être cliniquement simulée une cardiomyopathie restrictive. L'évaluation cardiaque par tomographie à émission de positrons peut être utile en cas de sarcoïdose qui affecte le cœur pour identifier la sarcoïdose cardiaque qui peut se manifester de la même façon que d'autres causes de la cardiomyopathie restrictive. Si aucun diagnostic n'est évident auprès d'un test non invasif, un examen invasif par cathétérisme cardiaque et biopsie endomyocardique doit être envisagé. Bon. Le cathétérisme permet de détecter une pression auriculaire élevée dans la cardiomyopathie restrictive avec une grande onde Y et un creux diastolique précoce suivi par un plateau diastolique élevé sur la courbe de pression ventriculaire. La pression diastolique est habituellement de quelques millimètres mercurium, qui est plus élevée dans la ventricule gauche que dans le droit, contrairement à la péricardite constrictive où la pression dans la ventricule est indiquée. Oui, c'est ça, oui. Et donc la biopsie peut détecter la fibrose et l'épaississement endocardique, l'infiltration du myocarde par du fer ou de la substance amyloïde. Une fibrose myocardique chronique ou, dans le cas des maladies de Fabry, des inclusions dans le cytoplasme endothélial vasculaire. La coronographie est normale, sauf lorsque l'amyloïde affecte les artères coronaires épicardiques. Des examens de laboratoire et des biopsies d'autres systèmes d'organes pour les causes les plus fréquentes des cardiomyopathies restrictives, par exemple, biopsie de la graisse pour l'amylose, bilan ferrique et biopsie hépatique pour l'hémochromatose doivent être faits. Avant de parler de traitement, quelques mots concernant le pronostic de la cardiomyopathie restrictive. Le pronostic est bien sûr défavorable, car le diagnostic, mon cher ami, mes chers amis, donc car le diagnostic est souvent fait à un stade tardif. Il n'y a pas de traitement bien, ça change rien de toute façon. Si on fait le diagnostic bien rare, ça va changer rien. De toute façon. Bon, il n'y a pas de traitement pour la plupart des patients. Un traitement symptomatique de support peut être fourni. Les thérapies standards de la cardiomyopathie dilatée, par exemple les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, de l'angiotensine, la digoxine, le bêta-bloqueur, sont mal tolérés dans les maladies restrictives.
Ces patients peuvent également avoir un dysfonctionnement autonome, en particulier dans la maladie cardiaque amyloïde, ou une hypotension artérielle systémique. Il existe un taux élevé de la maladie du système de conduction, des blocs cardiaques et des morts subites. Donc finalement, allez, on va parler de traitement. Donc traitement de la cardiomyopathie restrictive, c'est bien sûr, si on sait les causes traitées et diurétiques envisagées. Les diurétiques peuvent être utilisés en cas d'œdème ou de congestion vasculaire pulmonaire, mais ils doivent être administrés avec précaution parce qu'ils peuvent réduire la précharge, les ventricules non compliants dépendant de la précharge pour maintenir le débit cardiaque. La digoxine est peu efficace sur les perturbations hémodynamiques et peut provoquer des troubles du rythme graves en cas de cardiomyopathie due à l'amylose, dans laquelle existe souvent une sensibilité extrême au digitalique. On sait le bien. Si la fréquence cardiaque est élevée, les bêta-bloqueurs ou les inhibiteurs calciques ralentisseurs peuvent être utiles, mais avec précaution à faible dose. Les réducteurs de la post-charge, par exemple dérivés nitrés, peuvent entraîner une importante hypotension et sont habituellement inutiles. Lorsque le diagnostic est établi, à un stade précoce, le traitement de certaines formes d'amylose, d'hémochromatose, de sarcoïdose ou des syndromes de Loeffler, ça dépend, permet une amélioration. Bon. Un dispositif d'assistance ventricule gauche et une transplantation sont parfois recommandés. C'est ça. Bon, les points clés. Key point. Dans la cardiomyopathie restrictive, un épaississement de l'endocarde ou une infiltration myocardique induit un ventricule rigide et non compliant et donc un dysfonctionnement diastolique. La fonction systolique est normale jusqu'à la fin de la maladie. Bon. Parfois, les tissus valvulaires ou le système de conduction sont impliqués, ce qui provoque une régurgitation valvulaire ou un bloc cardiaque et des troubles du rythme. L'étiologie est habituellement inconnue, mais certains cas sont provoqués par des troubles potentiellement traitables, dont l'amyloïdose, hémochromatose ou la sarcoïdose. Le diagnostic repose sur l'échocardiographie et des examens à la recherche des causes. Le traitement est souvent insatisfaisant, à moins que la cause ne puisse être traitée. Les diurétiques peuvent être bénéfiques en cas d'œdème ou de congestion vasculaire pulmonaire, mais ils doivent être utilisés avec de prudence afin d'éviter une baisse de la précharge. Les thérapies standards de la cardiomyopathie dilatée, par exemple les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, la digoxine et les bêta-bloqueurs sont mal tolérés dans la maladie restrictive. Ah ben voilà, c'est largement suffi pour la cardiomyopathie restrictive. Merci pour votre attention. N'oublie pas de s'abonner sur mon chaîne Dr. Y en YouTube. Pas uniquement s'abonner, mais bien évidemment, et de suivre. On se verra dans les autres lections, dans les autres conférences. Bonne chance. Que Dieu vous garde et protège, mes amis.